Bonsoir, bonsoir. Ceux qui sont à l'entrée, n'hésitez pas à rentrer et vous asseoir, hein, surtout c'est ouvert. Merci beaucoup d'être là ce soir. On est très très contente avec Anaïs de vous accueillir ce soir. Donc moi je m'appelle Déborah Ozil. Je suis cofondatrice du podcast Stade Beaulieu, pour lequel on est là ce soir, avec Anaïs Gruson, yes, ma voisine. Est-ce qu'on m'entend? Ah oui. Et donc cette soirée, elle va être dédiée au podcast. Évidemment, mais en fait, ça va être plutôt en sourdine, puisqu'on a vraiment voulu mettre à l'honneur les gens qui sont ici à côté de nous. D'abord, les gens qu'on a rencontrés sur notre route, et aussi des gens dont on a entendu parler. Donc, on leur laissera la parole juste après. L'idée de ce podcast, c'est vraiment d'être allé à la rencontre des tiers-lieux partout en France. Ces lieux qui changent le monde. Donc, le titre est un peu accrocheur, mais c'est voulu. Et en tout cas, ce projet, en fait, on vous en parlera tout à l'heure, après les tables rondes, mais ce projet, il faut savoir qu'il est né en décembre 2020, je me trompe dans les années. Décembre 2020, donc ça fait à peu près 9 mois, donc c'est quasiment le temps de faire un bébé, quoi. Donc voilà, c'est notre petit bébé. On est heureuse de vous en parler ce soir. On souhaite que cette soirée soit basée sur l'échange aussi, la rencontre, je l'ai déjà dit. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Il y aura 10 minutes qui seront dédiées à ça à la fin de chaque table ronde. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, dernière petite précision. Tous les gens que je vois avec un téléphone et qui ne sont pas abonnés au compte Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à Stade Beaulieu. Merci. Si ce n'est pas déjà fait. Et alors moi, oui, c'est Anaïs Gruson. Je suis ravie aussi de vous voir ici avec nous pour ce lancement. On va commencer la soirée avec des invités de taille qu'on a rencontrés. On en a rencontré deux ici ce soir pendant notre tournage. Christelle Guyon, qui est co-coordinatrice de Coco Velten à Marseille. Beaucoup de coco chez vous. On n'est pas du tout coco pourtant. Nous avons aussi Jean de l'Ermitage, Jean Carinti, qui est cofondateur du lieu à Autrèche, dans l'Oise. Et nous avons aussi Gabrielle Alperne, qui est chercheuse et docteur en philosophie et qui a sorti un super livre sur l'hybridation qui s'appelle Tous Centaures. Donc ensemble, on a voulu parler avec vous de la notion du vivre ensemble. Donc en quoi les tiers-lieux réinventent la façon de vivre ensemble, que ce soit en ville, à Marseille, ou à la campagne, dans l'Oise. Et même si c'est un terme qui devient un peu galvaudé, on avait envie d'en parler ce soir parce que ça nous semble important après la période qu'on a vécue et qu'on est encore en train de vivre, qui est celle du Covid, et l'importance de se retrouver, de se rencontrer, et de vivre les uns avec les autres. Peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut vous demander à toi Christelle et toi Jean de vous présenter, de dire quelques mots sur vos projets respectifs. Bonsoir, je suis ravie d'être ici et merci pour l'accueil. Du coup, je m'appelle Christelle Guyon et Coco Velten, c'est à la fois un hébergement d'urgence pour 80 personnes sans domicile fixe, des ateliers bureaux pour 42 structures et des espaces communs avec un toit pépinière et la plus belle vue de Marseille, une cantine sociale, une salle de spectacle et un atelier de bricolage partagé. Et on est juste à côté de la gare Saint-Charles, donc à vraiment 2 minutes de la gare. Coco Velten, c'est assez intéressant parce que c'est né d'une initiative de la préfecture de région à travers le Lab Zéro. Donc c'est un laboratoire d'innovation en politique publique où il s'était fixé comme objectif en 2017 zéro sans-abri à Marseille. Donc l'objectif était de taille parce que la dernière étude qui porte sur le sans-abrisme établissait environ 14 000 personnes sans domicile fixe en 2016 à Marseille. On n'a plus les chiffres pour aujourd'hui, donc c'est énorme. Et donc ce Lab Zéro s'est dit, OK, pour répondre à cet objectif, pensons avec ambition et pensons des solutions innovantes. Et une des solutions qui a été proposée, c'était l'occupation de bâtiments vacants qui appartiennent à l'État. Et pour convaincre le préfet de région de cette solution, ils ont proposé de visiter des lieux qui existaient déjà à l'époque en occupation temporaire, dont notamment les Grands Voisins. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative, à Paris, où donc, lors de la visite, il y avait 200 ateliers bureaux qui étaient présents, qui travaillaient sur le site, 600 personnes qui étaient hébergées dans 3 centres d'hébergement différents. Donc on était dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Et c'est là où
le préfet de région a dit « Ok, on y va, on prend les mêmes acteurs, on les envoie à Marseille et on tente l'expérience ». Donc c'est comme ça que Yes We Camp, l'association pour laquelle je travaille, Plateau Urbain, on est entré dans la danse, et la fondation Aurore qui gérait les hébergements a finalement pas suivi à Marseille parce qu'ils n'avaient pas d'assises, et donc le groupe SOS Solidarité et nous a rejoint dans l'aventure. Et donc l'objectif de ce lieu, c'est donc l'hébergement d'urgence est au cœur du lieu, et c'est une question de comment faciliter l'insertion des personnes qui vivent dans le lieu, comment déstigmatiser l'hébergement d'urgence. On est en plein centre-ville, c'est donc un centre d'hébergement qui permet d'être en plein centre-ville, qui n'est pas à la périphérie, et comment on arrive à décloisonner le travail social. Et donc on a visité différents bâtiments avec la préfecture, et donc c'est ce site qui a été choisi parce que on était aussi en quartier prioritaire de la ville, donc à Belzins, et donc en plus de l'hébergement d'urgence, il y a aussi un autre enjeu qui est prépondérant dans le lieu, c'est comment on arrive à mailler avec ce territoire et à en fait créer un lieu qui soit ouvert aux habitants et qui permette l'appropriation de l'espace public, notamment à Marseille. Donc l'occupation dure encore 3 ans. Et là, on est en négociation pour pouvoir la perdurer, parce qu'on est normalement supposé quitter les lieux à la fin de l'année. Et on croise fort les doigts. Et toi, Jean ? Merci pour l'invitation ce soir, et je clin d'œil aux grands voisins, parce que je pense qu'on est tous là ce soir en ce qui concerne la tournée des tiers-lieux dont on va un peu parler, parce qu'aux grands voisins, avec les 150 de la Convention citoyenne, avec les petits DEB, on a imaginé une aventure commune, et l'Ermitage est un des lieux qui a accueilli la première table à tournée où on s'est rencontrés avec le podcast. Donc l'Ermitage, moi je suis un des fondateurs de l'Ermitage nouvelle génération, parce que c'est un lieu qui a été repris dans les années 50 par une communauté de malades pour en faire un sanatorium. Ensuite, ces gens ont fondé une ONG internationale, fondatrice de Coordination Sud d'ailleurs, pour ceux qui connaissent les ONG internationales. Et ils ont fini leur histoire en 2015. Ils ont donc mis ce site en vente. Et moi et quelques-uns des enfants ayant vécu sur ce site, on a été sollicités parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver d'acquéreurs. Fait un clin d'œil notamment à ces fonciers pour lesquels il n'y a pas d'avenir dans des modèles traditionnels. Et on a imaginé, à partir de ce qu'était la structure de ce foncier, donc de la terre maraîchère, de la forêt, 21 bâtiments très très marqués par les normes du XXe siècle, mais pas très préparés au XXIe siècle, un projet commun. Et notamment le lien avec un village, qui est celui d'Autrèche, dans lequel ce foncier finalement avait été complètement isolé. Il était domaine agricole, il est devenu sanatorium. Avec les normes sanitaires, il était plutôt fermé. Et aujourd'hui, pour le collectif qui a fondé ce projet, l'enjeu, c'est d'inverser et de complètement réintégrer ce lieu dans son territoire et d'en faire un projet commun autour des transitions. Et il y a donc une dizaine maintenant de structures qui sont installées. Il y a un foncier commun, on est propriétaire du site, et un certain nombre d'enjeux de société autour de la transition agricole, l'agroécologie. Que ce soit l'alimentation en circuit court avec le maraîchage, qui est un enjeu majeur aujourd'hui en France, mais aussi la grande culture. On est dans l'Oise, on est dans le bassin de grosses industries comme Vico, comme les grandes sucreries. Toutes ces grandes exploitations agricoles sont confrontées à des enjeux majeurs de transition. Également les questions forestières, avec l'enjeu de l'adaptation de la forêt au changement climatique. Tout ça fait que ce site et les 10 structures qu'il occupe, une brasserie artisanale, une micro-ferme, une association d'intérêt général qui fait de l'insertion des jeunes autour du numérique, une société de conseil, une société de séminaires, ça nous fait aussi gagner notre vie. Tout ça vit ensemble et est ouvert vers le village. Je pense qu'on va avoir l'occasion de parler de cette rencontre entre des projets innovants et des territoires qui sont bien plombés par le contexte actuel, économique, social et culturel. Voilà. Et donc vous, Gabrielle, donc vous êtes docteur en philosophie et chercheuse au CNRS. Normale supérieure, pardon. Et vous avez dédié notamment une partie de vos travaux à l'hybridation, avec un livre qui s'appelle Tous Centaures. Exactement, tout à fait. Donc, mes travaux de recherche portent sur le thème de l'hybridation. C'est un thème que j'explore depuis de nombreuses années. On voit qu'on assiste progressivement à un phénomène d'hybridation accélérée qui touche presque tous les domaines de notre vie. On le voit avec nos téléphones, qui sont plus seulement des téléphones, mais aussi des radios, des télévisions, des scanners. On le voit avec des nouvelles manières d'habiter, de vivre, avec par exemple la pratique du co-living. On l'a vu pendant la crise sanitaire, où c'était intéressant de voir que, par exemple, la gare de Lyon
avait fait un partenariat avec le musée Le Petit Palais pour pouvoir exposer des représentations des œuvres du musée qui étaient malheureusement fermées. Et donc, finalement, voilà, il y avait une sorte d'hybridation entre la gare et le musée, et donc donnant lieu, effectivement, peut-être à l'imagination de nouveaux lieux de culture ou même nouveaux types de gares. Les exemples d'hybridation, je pourrais les citer à l'infini. Pour moi, l'hybridation, c'est ce qui est mélangé, hétéroclite, contradictoire. En fait, c'est l'art de faire des mariages improbables. Et pour le coup, les tiers-lieux sont des terrains d'application extraordinaires de l'hybridation, parce que c'est effectivement le fait de mettre des choses, des activités, des usages, des services, des gens qui, a priori, n'ont peut-être pas grand-chose à voir ensemble, mais justement, on opère cette confrontation, cette rencontre. Il y a une métamorphose, il y a une forme de magie. Et donc, ces tiers-lieux, voilà, encore une fois, sont de très, très beaux exemples de l'hybridation. Et justement, concrètement, alors Jean, tu nous parlais des différents types d'activités qui existent et communiquent à l'Ermitage. Christelle, est-ce que tu pourrais nous dire, vous, à Coco-Velten, quel type de métiers différents, d'activités on peut croiser ? Du coup, en fait, le principe même de Coco-Velten, c'est la mixité des usages et des usagers. Donc, par exemple, un espace commun qu'on dénomme la halle, le matin, va accueillir des cours de sport pour les résidents. À midi, il va y avoir une réunion d'acteurs du quartier sur l'aide alimentaire. L'après-midi, il va y avoir un artiste qui est en résidence et qui essaie de travailler une performance c'est un espace de création. Et le soir, arrive une projection sur un sujet en particulier qui est animé ensuite par un débat. Et donc, c'est le fait de réussir à ce qu'un même espace soit multimodal et aussi par différents... En fait, il y a des gens qui habitent le lieu, des gens qui travaillent, des gens qui sont juste là en tant que visiteurs, voyageurs, des gens qui viennent aider à planter sur le toit. Enfin, c'est parce qu'il y a différentes choses qui se passent au même moment qu'on permet d'avoir une mixité des usagers et des usages et une rencontre en fait entre ces différentes personnes et comment on arrive à créer des passerelles. Ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de réussir à être plateforme. Et donc, par exemple, toute la programmation qui va se passer à Coco-Velten, 70% de la programmation vient de sollicitations extérieures. Et donc, un habitant qui nous propose moi j'ai envie de cuisiner un repas à prix libre, est-ce que c'est possible ? Bah oui, tiens, voici la clé. Moi, j'ai une envie de concert, je crois que je me débrouille pas mal en karaoké, viens un karaoké, etc. Enfin, c'est vraiment réussir à garder la porte ouverte et accepter aussi de faire confiance pour que en fait, l'espace soit approprié par les habitants, les résidents, etc. Et toi, Jean, tu disais tout à l'heure que c'était un ancien hébergement, hôpital pour les malades. Et aujourd'hui, qui sont les gens qui viennent à l'Ermitage ? Alors, il y a les gens qui vont venir travailler, avec des statuts d'ailleurs qui sont intéressants. On n'est pas dans la culture traditionnelle de la deuxième partie du XXe siècle du CDI. On est vraiment dans une culture entrepreneuriale, avec des bénévoles qui côtoient des auto-entrepreneurs, qui côtoient des jeunes entrepreneurs, qui côtoient également des gens qui ont des contrats un petit peu plus solides, mais il y a tout l'enjeu du développement du projet et de toutes ces complexités d'aujourd'hui. Une journée type, elle ressemble un peu à Coco-Velten en fait. C'est des gens qui vont venir sur une distribution d'AMAP, ils sont clients et adhérents. Vous allez avoir un fonctionnaire de la Directe qui va venir voir parce qu'il y a un chantier d'insertion qui démarre, il veut regarder si c'est pas complètement borderline pour accueillir des gens d'insertion. Après, vous allez avoir une réunion d'une entreprise de conseil qui va donc accueillir des gens qui vont venir travailler. Donc c'est également des gens qui vont venir faire un tour en forêt. Et puis des gens dans le café-cantine qui vont préparer un concert ou qui vont préparer une activité de programmation culturelle. Et puis, par exemple, on va avoir un chasseur qui va débarquer parce qu'il est en train de faire un comptage, parce qu'on a une convention de chasse. C'est des sujets sensibles en milieu rural. Et du coup, le tiers-lieu, c'est aussi l'espace où on pacifie ce type de relations et on fait plus que les pacifier, on leur donne un sens commun et collectif. Et dans l'hybridation, il y a aussi le sens qu'on donne pour cette hybridation, parce qu'il faut qu'on fasse société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les épreuves de la vie, les difficultés, autant que les espoirs des gens, se trouvent dans les tiers-lieux transcendés par l'enracinement commun dans un lieu. Et pour nous, le café, la société agricole, la forêt, la société de conseil, l'association qui va porter le numérique pour des gens qui sont décrochés scolaires, vraiment bénéficiaires du RSA et qui repartent à zéro dans le lieu. C'est tout ça qui fait le sel du projet. Et puis il y a des moments importants, le repas du midi,
Parce que comme on n'a pas des résidents permanents, le repas du midi, c'est un moment où on gère un peu les égos et les enjeux collectifs. Et j'ai envie de dire, pourquoi la démarche d'hybridité, pour rebondir sur ce que disait Gabriel, et Gabriel, tu peux aussi répondre, pourquoi cette démarche-là, elle devient essentielle aujourd'hui, encore plus après l'année et demie qu'on vient de passer que jamais, quelque part? Bah, on a bien vu à quel point, enfin voilà, cet horrible distanciel, creusait des fossés, des fractures entre les individus. Donc on en a plus que jamais besoin. Après, j'aimerais quand même préciser que ce phénomène d'hybridation accélérée auquel on assiste a commencé bien avant la crise sanitaire, et la crise sanitaire finalement n'a fait que l'accélérer. J'en profite aussi pour dire que le terme d'hybride, qui était extrêmement rare dans le vocabulaire commun, a été en quelque sorte un peu banalisé justement par la crise sanitaire. Donc là maintenant, tout est hybride, les événements, les formations, le travail est hybride. Mais le problème, c'est que quand on parle de travail hybride, de formation, d'événements hybrides, bon, c'est pour dire distanciel, présentiel, numérique, pas numérique. Bon, l'hybridation, c'est beaucoup plus riche que le simple fait d'ajouter du numérique. Et ça, je pense que c'est effectivement très, très important. C'est l'hybridation des usages, des secteurs, des publics, c'est l'hybridation des générations, des économies, des modèles économiques, des modèles organisationnels. C'est tout ça, l'hybridation, c'est pas juste... Encore une fois, le fait d'ajouter ou pas du numérique. Voilà, c'était important de le préciser. Mais d'ailleurs, Coco, c'est pas vraiment le numérique, c'est pas vraiment votre fer de lance, quelque part. Non, pas aujourd'hui, non. On n'est pas allé voir que des tiers-lieux qui sont là-dessus. Voilà. Nous, le numérique est devenu quelque chose d'important parce qu'il ne faut pas sous-estimer la place qu'ont les réseaux. La fibre est arrivée dans le monde rural. Elle est arrivée aussi comme quelque chose d'imaginer comme idéal par les pouvoirs publics, alors que la question de la médiation numérique est complètement aujourd'hui absente. Il y a 99% des procédures qui sont maintenant dématérialisées. Quand vous êtes dans un village, que vous n'avez pas été préparé à cette société-là, si vous n'avez pas des lieux dans lesquels vous pouvez avoir, comme disent les numériciens, de l'IRL, in real life, ça devient très compliqué de se positionner dans le monde et d'avoir compréhension de ce qui peut arriver. Et pour parler de nous de ce qui fait la nécessité de l'hybridation, c'est aussi la perception par les gens de ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent une absence de frontières entre le monde du travail aujourd'hui, le monde de l'intime, le monde du public. Et les tiers-lieux essayent peut-être, je pense, de recréer un sens dans leur commun pour toutes ces problématiques qui explosent à la figure de beaucoup de gens. Et l'historien Pierre-Rosan Vallon parlait des épreuves. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, on se rend compte que dans nos lieux, et c'est vraiment une expérience qu'on partage dans les tiers-lieux, finalement, on raisonne comme ça. On raisonne face aux épreuves et face au collectif qui peut permettre de mieux appréhender, mieux lutter collectivement pour retrouver sa place, quoi. Et alors justement, on a été curieuse tout au long de notre tournage de savoir comment on vit collectivement et comment on réussit à vivre ensemble, puisque vous indiquez qu'il y a plein de gens de passage différents au sein de vos lieux. Mais est-ce que la vraie rencontre se crée ? Est-ce que c'est pas juste une juxtaposition de public qui, au final, ne se parle pas vraiment ? Ou alors, si c'est le cas, quels sont vos tips ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour que la vraie rencontre se passe? Alors nous, entre les cocos, c'est comme une grosse colocation. Tu vas avoir un conseil de vie, conseil de maison qui permet de mixer dans une même instance les personnes qui sont en équipe de pilotage, les personnes qui habitent et les personnes qui travaillent. Et donc ça, c'est des rendez-vous presque mensuels. Enfin, c'est un peu la réunionnite aussi, il faut l'admettre, mais au moins ça permet de communiquer et de se rencontrer, et c'est surtout sur des projets très concrets en fait. Tu crées la rencontre parce qu'ensemble tu vas réussir à faire quelque chose. Donc par exemple il y a une radio, c'est le seul truc numérique, qui est née à Coco sans notre initiative, entre des résidents et des ateliers bureaux qui avaient envie de créer cet outil, et on a juste permis à travers une cagnotte commune de donner les outils pour pouvoir que ça se crée. Le fait aussi qu'on se lance dans l'aide alimentaire à partir du premier confinement, ça a permis de créer la rencontre entre des personnes qui étaient en demande, des habitants du quartier qui voyaient qu'il n'y avait plus d'autres solutions, et des autres personnes qui étaient juste là pour aider. Je pense que la rencontre, elle est intéressante. Elle peut se créer à partir du moment où tu mutualises des espaces, des outils, des ressources, et qu'on a un but commun qui se fait. Après une rencontre, ça peut juste être un sourire, un bonjour dans un même lieu. Et c'est réussir à être différent dans un même espace.
Qu'est-ce que c'est pour vous, Gabrielle, la vraie rencontre ? Alors oui, effectivement, ça c'est une sacrée question. La raison pour laquelle j'ai pris cette figure du centaure pour pouvoir parler de cette question de l'hybridation. Alors il y a un milliard de raisons, parce que derrière il y a évidemment tout le mythe du centaure, mais ça, on n'a pas forcément le temps de venir sur ce mythe-là. En tout cas, ce qui me fascine dans la figure du centaure, donc qui est être humain au-dessus de la ceinture et cheval en dessous de la ceinture, c'est qu'en fait, c'est savoir quel type de relation il y a entre ces deux parties, la partie humaine, la partie cheval. Est-ce qu'ils sont dans une relation fusionnelle, où on ne sait plus qui est qui ? Est-ce qu'ils sont dans une relation de juxtaposition, d'indifférence, c'est-à-dire que bon voilà, chaque partie mène sa vie, ou est-ce qu'ils sont dans une relation d'assimilation, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui essaye de prendre le pas sur l'autre. Ces trois possibilités, la fusion, la juxtaposition ou l'assimilation, pour moi, ce sont les trois pièges de la relation à l'autre. Et ça, ces trois pièges, c'est aussi vrai que ce soit en amour, en amitié, en géopolitique, au sein d'une entreprise, entre différents départements ou différentes directions, ou peut-être d'ailleurs au sein d'un tiers-lieu, entre différents usages, différentes activités, différents acteurs, différentes générations. C'est toujours ce piège-là, voilà. Fusion, on ne sait plus qui est qui. Juxtaposition, bon, bah, chacun fait sa vie dans l'indifférence. Ou assimilation, finalement, bon, bah, y en a un qui impose son identité, ou en tout cas enfin, voilà, sa manière de faire aux autres. Ce qui est intéressant avec le centaure, c'est qu'il nous propose une quatrième voie, qui est celle de la métamorphose, et la métamorphose permanente. C'est-à-dire que pour créer un centaure, c'est pas genre juste mettre un homme sur un cheval, mais c'est la partie humaine et la partie cheval ont dû faire un petit pas de côté, sortir de leur identité justement, pour pouvoir créer une sorte de tiers monde, tiers lieu, tiers personnage, qui est le centaure. Donc, bon, en tout cas, cette métaphore-là essaye de décrire justement ce que vous essayez de créer. Donc, je pense que les tiers-lieux, voilà, peuvent tomber dans ces trois pièges-là. Et donc, c'est voilà, trois écueils à éviter. Essayer, encore une fois, d'être dans ce sujet de métamorphose permanente. C'est comme ça qu'on sait si on a rencontré quelqu'un. Est-ce que quand on sort de la réunion ou du rendez-vous, est-ce qu'on s'est vraiment métamorphosé ? Est-ce qu'on a vraiment changé ou pas ? Si on reste le même, c'est qu'on n'a pas rencontré l'autre, quoi. Voilà. Alors, cette question de métamorphose, elle est un peu centrale dans notre première saison, puisqu'avec Anaïs, quand on est parti, à la base, on n'était pas parti pour parler du Covid, mais assez rapidement, on s'est dit que ça allait quand même un peu durer, et donc c'était intéressant de savoir comment ces tiers-lieux avaient finalement réussi à se transformer, ou avaient été obligés, clairement, de se transformer pendant ces périodes-là où ils étaient fermés au public. Donc, ma question, c'est aussi que vous nous racontiez un petit peu, à ceux qui sont là, qui nous écoutent, comment ça s'est passé ces mois de fermeture pour vous. En fait, peut-être pour rebondir, je pense qu'on le vit vraiment tous les jours, cette métaphore. Moi, je pense qu'on va la convoquer et on va la regarder de très près, en tout cas à l'Ermitage, parce qu'effectivement, la question se pose tous les jours, et puis elle se pose aussi peut-être rapidement sur qu'est-ce qui fait que la personne vient avec un besoin, que la structure collective, elle fait émerger aussi un et des besoins, et que ça se rencontre et ça ne fusionne pas, etc. Et là, il y a un vrai sujet sur les règles et les coutumes dans nos lieux. Et peut-être pour revenir sur le Covid, je pense qu'on a eu 3 périodes, comme tout le monde. On a eu la première période extrêmement hard du printemps 2020, où on a pris, comme toute l'Europe, une claque monumentale, et où on a dû gérer cette relation de l'ouverture et de la fermeture. Est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on arrive à organiser une structure, et qui réussit à tenir la maison pendant cette période d'une très grande violence, et finalement ça a aussi reconfiguré les relations des uns et des autres au lieu. On s'est mis dans l'action, on est des gens qui viennent du hacking, comme on dit en anglais, et on s'est mis à faire un respirateur artificiel. Franchement, à Autrèche, partir sur un respirateur artificiel, c'était quand même une sorte de lutte pour la résilience. Et on a travaillé en réseau avec des gens d'un peu partout, dans des réseaux comme OpenStreetMap, les réseaux des libristes, parce qu'on aime beaucoup ces cultures. Et puis on a aussi travaillé sur la fabrication distribuée. Ça nous a permis de faire un peu une carte à 6, d'être utile, et de commencer à travailler avec notre territoire on vit une crise majeure. Essayons de nous organiser pour faire en sorte que nous en tirions les leçons. Et nous avons pu tenir le lieu ouvert. On a commencé à dialoguer quand même avec les pouvoirs publics sur ce que c'était que le hors-norme.
Et en même temps, on était livrés à la nécessité de ne pas se mettre en danger les uns les autres, les unes les autres. Et cette première période a été quand même extrêmement fertile et en même temps complexe. Puis après, on a finalement, comme tout le monde, réussi à peut-être apprivoiser cette épidémie pour y trouver petit à petit notre chemin. Et là, en sortie un peu du plus dur, on espère comme tout le monde que le plus dur est passé, on en sort en ayant bien entendu une expérience collective très importante pour notre avenir. Et le dernier sujet qui nous a beaucoup bousculé, c'est le sujet de la vaccination. Pourquoi, comment, quelle est la liberté de chacune ou de chacun. Et là, on pose la question du centaure encore. Hein. C'est quels sont les enjeux collectifs. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire écraser comme tout le monde en termes de liberté individuelle? Donc le tiers-lieu peut-être a été un espace dans lequel on a, je sais pas d'autres tiers-lieux, tu diras, Coco Walten, a été un lieu dans lequel on s'est peut-être senti plus résilient là-dessus. Mais les autres membres de l'Ermitage pourraient en dire peut-être autre chose. Nous, on a été, pareil, la claque, 13 mars. En fait, à Marseille, le Covid est arrivé vraiment très très tard. C'était pas du tout le même climat qu'à Paris. Donc on est un peu tombé des nues. On s'est dit, peut-être qu'on va devoir fermer, effectivement. Et en fait, très vite, un espace commun vide. Enfin, la nature n'aime pas du tout le vide. Donc on s'est laissé porter par les besoins auxquels on faisait face, notamment à Marseille. Donc la problématique des personnes sans domicile, la problématique des personnes qui étaient hébergées à l'hôtel qui n'avaient pas accès à des cuisines. Et en fait, il y a beaucoup d'associations à Marseille qui se sont trouvées à refermer parce que pas de bénévoles. Et donc l'aide alimentaire, tout ce secteur-là était en déroute. Et nous, on a proposé les clés de notre restaurant à qui voulait. Et en fait, on s'est retrouvés très rapidement aux manettes. Donc le 5 avril, jour de mon anniversaire, je coupais 10 kilos d'oignons pour lancer les paniers repas. Et on a fait ça pendant 2 mois. On a produit plus de 30 000 paniers repas sur cette première période. Et en fait, ça nous a profondément transformés parce que du coup, on était dans une autre dynamique. Enfin, je ne m'attendais jamais à ce que Coco Walten change comme ça, mais ça a été assez intéressant. Et aujourd'hui, on est dans un réseau d'habitants de Belzins qui s'appelle Appel Voisins, qui s'est créé un réseau de solidarité. Donc il y a des maraudes citoyennes qui permettaient de distribuer les repas, etc. Et la cantine est devenue sociale. Donc quand on a réouvert notre restaurant, c'est la même production qui est pour la vente et la moitié part en maraude et donc continue à servir aux personnes qui n'ont pas accès à l'alimentation saine et locale et durable. Et donc ça, je trouvais ça assez intéressant de voir comment Coco se transforme. Et en fait, ce qui est intéressant dans les tiers-lieux, c'est à quel point on laisse la place à l'indétermination et au changement. Et en fait, à comment on arrive à évoluer dans son écosystème et dans son environnement. Et donc à accepter que en fait, le lieu vive de lui-même et s'approprie par tout à chacun. Et bravo pour cette réinvention. Moi, j'ai une question qui me vient, puisque l'heure tourne un peu. C'est la question, justement, les tiers-lieux ont beaucoup fait parler d'eux pendant la crise du Covid. Là, à l'aube des présidentielles, on a quand même une petite accaparation du sujet. Vous, comment vous voyez la chose et qu'est-ce que vous en pensez? La question, c'est est-ce que le tiers-lieu est un espace politique? C'est la deuxième question. C'est la deuxième question, ouais. Moi, en milieu rural, dans un environnement un peu conservateur, on est prudent sur les questions politiques parce que tout simplement, il y a un risque de marginalisation accrue. On est vraiment dans des territoires très conservateurs et les tiers-lieux déjà sont considérés comme des environnements un petit peu compliqués à percevoir en termes d'ADN. Moi, j'ai quand même eu quelques visites des renseignements généraux, et je dis d'autant plus que j'en souris avec les services de l'État maintenant. Mais donc la question politique de la présidentielle, j'avoue qu'on va mettre un petit joker. En tout cas, on ne sait pas comment ça va se passer, mais nous, on a quand même un candidat national qui est président de région, et les élections régionales ont déjà donné lieu à quelques difficultés à comprendre comment un tiers-lieu pouvait être un espace politique, un espace public. Donc on a plutôt un projet qui est une université citoyenne des transitions. On va essayer peut-être d'être dans l'hybridation, c'est-à-dire qu'on va parler de politique sans parler de parti politique. Et nous, on n'est peut-être pas partisans. Je crois que dans le tiers-lieu, en tout cas dans l'Ermitage, je ne sais pas comment c'est à Coco Walten, mais il y a toutes les sensibilités politiques de notre société.
peut-être pas les extrêmes, droite en tout cas. Ça, c'est compliqué à vivre, mais aussi au village, les gens sont très, très marqués par la culture FN quand même, on est dans l'Oise, hein. Mais globalement, c'est un espace public de plus en plus, c'est un espace de débat public, c'est un espace d'échange, mais il est en train de créer peut-être une règle de débat nouvelle. C'est un nouvel espace de débat, je pense. Alors peut-être que pendant les présidentielles, on aura des débats, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je te rejoins là-dessus. En fait, nous, on crée du commun, donc on crée du débat commun. Et d'ailleurs, on n'aime pas trop le nom tiers-lieu, mais on est plutôt espace commun. Et l'exemple que je trouve assez marrant, c'est que des personnes qui sont très très éloignées des enjeux politiques ou même de questions de leurs droits et de leurs devoirs, notamment les personnes qui vivent au centre d'hébergement, se sont constituées, par exemple, un syndicat en disant vous faites trop de soirées, ça ne peut plus dépasser 23 heures, c'est nos droits, on habite au-dessus, arrêtez quoi. On a dit ok, bon, on va réduire les horaires. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir comment des personnes qui sont très éloignées du politique deviennent un peu politiques et se constituent en collectif pour faire valoir leurs droits et devoirs. Je pense que ça, c'est une belle réussite en tout cas de Coco Velten, même si c'était un dépôt de plainte, mais c'était quand même intéressant. Et donc par rapport aux élections présidentielles, nous, on est dans un autre calendrier, étant donné qu'on doit quitter normalement les lieux à la fin de l'année 2021. Qu'on essaye de... En fait, le temps d'occupation, donc c'était 3 ans qui était prévu parce qu'il y avait un contentieux entre la ville de Marseille et la préfecture sur le prix du bâtiment. Donc ils avaient établi 3 ans à peu près pour se mettre d'accord sur le prix. Entre-temps, il y a eu un changement de municipalité. La nouvelle municipalité ne veut plus acheter et donc la préfecture se retrouve avec un projet où elle ne peut plus vendre. Et en fait, c'est là où on est un peu pantois parce que normalement, on aide à la préfiguration de futurs usages du bâtiment. Et donc on se pose la question, mais on ne peut laisser ce bâtiment vide. Donc on négocie aujourd'hui et peut-être qu'on va réussir à une mobilisation politique pour pouvoir perdurer l'expérimentation. Donc les élections 2022, je ne sais pas si on sera encore là ou pas. Moi j'ai une dernière question, peut-être pour vous Gabriel. C'est au sujet de... On en parlait tout à l'heure avec toi, Jean, c'est le fait de mixer les publics. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part dans les tiers-lieux d'avoir un esprit communautaire ? Et quel est ce risque-là aussi, quel est cet écueil pour vous ? Oui, alors disons qu'effectivement, on revient sur ce sujet de rencontre ou de fusion qui fait que si effectivement, à force effectivement d'être... c'est toujours le risque de la communauté, c'est tomber dans le communautarisme, où effectivement on crée, ce qui est louable au début, de créer une identité du lieu très forte pour pouvoir rassembler les gens et créer une communauté et animer une communauté effectivement très, très forte. Sauf qu'effectivement, le problème, c'est que ça crée une communauté, ça peut créer une communauté du coup homogène, et donc forcément, ceux qui sont différents et qui après veulent rejoindre le lieu, voilà, c'est toujours un peu compliqué d'accueillir cette hétérogénéité-là. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours, disons qu'il faudrait arriver, alors c'est compliqué, hein, je ne donne absolument aucune leçon. Mais créer une communauté dans laquelle cette hétérogénéité-là est assumée, revendiquée, puis même sans cesse recherchée. Il y a une phrase d'un philosophe qui m'a énormément inspirée dans mes travaux de recherche, peu connu malheureusement, mais un très très grand philosophe du XXe siècle, qui s'appelle Elias Canetti. Et puis il a cette phrase extraordinaire où il dit « La vie est un éternel rétrécissement ». Bon, alors c'est pas très gai. Donc la vie est un éternel rétrécissement. Et donc pour pouvoir lutter contre ce rétrécissement, il faut sans cesse élargir la base. Et pour élargir la base, il a ce conseil, il faut sans cesse jeter son encre le plus loin possible. Et dans cette idée de jeter son encre le plus loin possible, c'est jeter son encre vers ce qui est radicalement différent de moi, aller m'intéresser à peut-être d'autres usages, d'autres activités, d'autres modèles économiques, d'autres générations, d'autres publics. Enfin voilà, avoir sans cesse ce courage d'aller sans cesse jeter son encre le plus loin possible. Et puis encore une fois, voilà, c'est une fois qu'on a jeté son encre et puis qu'on l'a rattrapée, il faut aller la rejeter encore plus loin. C'est-à-dire qu'on n'a jamais terminé. Donc je reviens sur cette idée de métamorphose permanente. Il faut que le tiers-lieu soit dans cette métamorphose permanente, sinon, effectivement, il va y avoir une culture très forte, une communauté très forte, une identité très forte. Et donc, quand il y a une identité très très forte, il est difficile d'en sortir pour pouvoir aller vers l'altérité. Voilà. J'aimerais juste, parce qu'en fait, c'est extrêmement tentant quand même de répondre sur le sujet politique, mais je voudrais, parce que c'est en lien direct, je voudrais dire que le tiers-lieu, pour le coup, pose des questions
politique, en termes de politique publique, où effectivement, un bâtiment, il a ses normes, ses réglementations, voilà. En termes de politique publique, on aime bien, alors il y a les personnes âgées, il y a les jeunes, il y a les artistes, il y a les commerçants, les industriels, voilà. D'ailleurs, les programmes électoraux, que ce soit en termes de politique nationale ou locale, sont construits sur des catégories de population. C'est du marketing politique, mais du coup qui se traduit en marketing public et donc en termes de politique publique par secteur, par génération, par catégorie socio-professionnelle. Et c'est tout ce que le tiers-lieu, finalement, remet en question. Le tiers-lieu vient faire exploser toutes ces cases. Donc c'est toutes ces questions politiques qui sont posées par le tiers-lieu, et j'espère qu'elles vont enfin arriver dans le débat public et que les candidats aux élections présidentielles vont s'emparer de ces sujets. On espère aussi. Jean, oui, parce que c'est vraiment un sujet extraordinairement intéressant, la question du rapport aux politiques publiques. Effectivement, c'est très vertical, les politiques publiques. C'est très top-down, comme disent les Anglais. Et on a bousculé, y compris auprès de ce qu'on appelle dans le jargon technocrates et administratifs, dans les EPCI, qui sont en fait les intercommunalités aujourd'hui. On a quand même secoué quelques cocotiers, les tiers-lieux actuellement. Il y a un vrai sujet sur le fait que les élus, les services de l'État puissent accepter le hors-norme. Et on a des textes, On a des textes qui permettent l'expérimentation. Il suffit juste qu'on arrive à les faire comprendre aux fonctionnaires qui ne les connaissent pas toujours, les préfets, sous-préfets, services de réal, DDT, etc. Puis on a les élus locaux aussi. Et c'est vrai que les tiers-lieux, nous, l'Ermitage, on a bousculé parce qu'on n'a pas de licence. On n'a pas demandé d'autorisation. On est arrivé, on a pris un foncier, on a décidé collectivement et de manière purement citoyenne qu'on se saisissait des problèmes de ce siècle. Donc c'est vrai que ça secoue un peu. Ça secoue un peu, et là, il faut qu'on tienne. Et je pense que la question de poser l'encre de plus en plus loin peut être une belle inspiration pour tenir. Parce qu'il faut que ça ait du sens collectivement. Et ce qui a du sens inspire aussi une certaine discipline collective pour être toujours dans l'ouverture. On a, nous, des conflits culturels tous les jours entre des générations, du rural, de l'urbain, du récréatif. Je souris quand je vois les histoires de soirée, parce que y a vraiment des sujets sur le bruit. Nous, on a des habitants du village qui disent « Moi, j'ai acheté ici pour être tranquille. Donc, vos histoires, ça va bien. » Et puis, on leur dit « Venez, venez. » Et puis, on n'a pas encore de pétition. Dieu soit loué. Pour l'instant, on n'a pas de pétition. Mais on travaille beaucoup la médiation. Et on a un café et une personne au café et une équipe de bénévoles. Et on fait beaucoup de porte-à-porte. On distribue et on prépare à chaque fois. Chaque événement nécessite vraiment un travail de préparation. Et petit à petit, on voit arriver des gens qui sont bougons. Puis après, ils sont de moins en moins bougons, et puis ils arrivent à un concert de jazz, alors qu'au départ, ils vous avaient hurlé que le jazz était un truc inacceptable pour eux, qu'ils n'aimaient pas ça. Et c'est peut-être un petit exemple, mais petit à petit, on construit vraiment des espaces. Moi, je suis convaincu que le tiers-lieu est vraiment un espace public, et que du coup, il a besoin d'être reconnu en tant qu'espace public spécifique, et pas avec des règles traditionnelles du droit français sur les espaces publics. Pour autant, c'est une redoutable expérience pour réinventer l'urbanisme, réinventer le vivre ensemble. Nous, on est au village, on est vraiment dans des petits villages, mais il y a du boulot parce que tout a disparu. La commune n'est plus comprise, elle a perdu toute compétence, elle n'est plus comprise. La maison commune, la mairie, les écoles, enfin, on a quand même fait beaucoup de regroupements d'écoles en milieu rural, donc en fait, il n'y a plus d'espace commun qui permet aux gens de se reconnaître dans la même République. Et ils en sont à trouver commun de s'engueuler pour une histoire de bruit de tondeuse. Et le maire a besoin des tiers-lieux aujourd'hui. Donc petit à petit, on essaiera de faire partie de l'aventure peut-être politique française. Et il y a beaucoup de tiers-lieux. Il y en a peut-être, je crois, 3000 aujourd'hui. Moi, j'espère qu'il y en aura 50 000 à la fin de la décennie. Alors, on va peut-être prendre une question, s'il y en a une, dans le public. N'hésitez pas, c'est le moment. Une ou deux. Bonjour, excusez-moi, j'ai loupé le début du débat. Je voulais savoir si dans un tiers-lieu, il y avait une raison d'être qui était partagée, si vous exploriez des gouvernances qui étaient plus participatives et inclusives. Et dernière question, si vous aviez comment vous gériez les relations humaines quotidiennement et notamment les conflits. Donc c'est 3 questions en fait. Bon on a les 3 questions. Merci. Je te laisse la main. Allez Christelle.
La question de la gouvernance, c'est aussi un terme galvaudé, mais nous on parle de mise en œuvre collective. Et donc en fait, dans les gros conseils de colocation, où là les résidents peuvent porter plainte pour bruit et tapage nocturne, il y a la question de en fait qu'est-ce qu'on va décider ensemble et quel est le cadre de la décision et qui va permettre de financer ce qu'on décide ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on crée des outils communs. Et donc souvent on a les outils de l'intelligence collective, mais ce qui est intéressant c'est que toujours le facilitateur change et n'est pas forcément à l'équipe de pilotage. Donc il y a une question aussi de redistribution de la parole et après de créer des outils, donc des outils financiers type la cagnotte commune, où là ça nous a vraiment permis de sortir de l'appropriation et de créer un nouveau bien commun. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai essayé tant bien que mal. Je dirais que sur la gouvernance, oui, on est contraint même d'avoir une gouvernance participative. Elle est vraiment aussi celle, dans un lieu comme le nôtre, du vécu commun et collectif. Il y a vraiment une résolution régulière de conflits qui se fait via des outils qui peuvent être équivalents à ce que vous avez. C'est inhérent, de toute façon, à ce que vous évoquiez comme image, la question des conflits, la question des usages contradictoires. Et le lieu, par contre, est marqué, l'Ermitage, par un impératif qui peut être délicat en matière de gouvernance dans la préfiguration du lieu, qui est l'enjeu foncier. Quand vous êtes sur un foncier dont vous êtes propriétaire, vous êtes amené à avoir des enjeux de long terme qui impliquent que la gouvernance se mette progressivement en place. Et c'est un vieux sujet que de considérer la question de la gouvernance à court, moyen et long terme. Et là, nous, on a essayé de résoudre de manière un peu artisanale la question avec un moment dans la semaine qui est très important, qui est le lundi après-midi, où on fait vraiment le point sur tout ce qui se vit dans le lieu, collectivement, pour ceux qui sont en action. Et on désamorce quand même pas mal de choses à ce moment-là. Et on a bien entendu des structures. Il y a une société civile immobilière qui a une assemblée générale qui va basculer en SIC. La SIC, c'est très important pour nous parce que ça va être vraiment l'outil commun. Peut-être que tout le monde ne connaît pas. Ouais, société coopérative d'intérêt collectif. Et c'est un outil qui était voulu au départ du projet, mais qui n'a pas pu émerger en claquant des doigts parce qu'on a dû créer le sociétariat progressivement avec les usagers, les entrepreneurs, les usagers du site, les partenaires locaux. Et cette SIC n'a pu émerger qu'au bout de 3 ans. Et elle arrive là. Donc ça va être un outil important. Parce que quand vous êtes entrepreneur et que vous avez une brasserie artisanale, que vous êtes dans un tunnel d'entrepreneuriat, vous n'avez pas le temps de faire trop de réunionites. Vous avez vraiment votre bière à vendre, à produire déjà et à vendre. Si vous n'avez pas un instrument qui vous permet de regarder le rapport entre votre entreprise et le commun, vous ne vous y retrouvez pas. Et ça peut être très simple, vous êtes locataire, mais ça transforme le lieu en un syndic, très vite. Or, on ne veut pas être un syndic. Même chose pour l'association. L'association a ses activités et on a vraiment ce moment hebdomadaire et puis on a des moments réguliers de gouvernance avec les structures, je pense. Merci pour vos 2 réponses. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de passer à l'autre table ronde? Oui. Allez-y, vous pouvez venir vers nous. Bonjour. Moi, j'ai une question sur la pérennité du tiers-lieu, la pérennité économique et justement l'hybridation des financements. Est-ce que vous êtes autofinancé? La place des politiques publiques là-dedans, etc., etc. Voilà, sur vraiment la pérennité économique des lieux. C'est une question comme la précédente qui pourrait donner lieu à une table ronde à elle toute seule parce que la pérennité, en fait, elle n'est pas garantie du tout. Et c'est toute la contradiction quand vous êtes acquéreur. Quand vous êtes acquéreur d'un foncier qui est déjà en soi pas attractif, donc si personne, entre guillemets, n'en a voulu avant vous, c'est que ce n'est pas le truc du siècle. Donc la pérennité, il faut la créer, en fait. Donc on met une certaine période, on appelle ça les préfigurations, pour réussir à déjà convaincre des partenaires. Donc nous, on a une SCI, Société Civile Immobilière, qui a été créée. On a eu une association de préfiguration. On a fait du financement participatif. On a fait beaucoup de fonds propres, comme on dit dans le jargon des gestionnaires. C'est-à-dire qu'on s'est créé avec notre communauté, nos moyens. Et puis petit à petit, nos structures ont réussi à s'inscrire dans un environnement
dans lequel elles pouvaient aller lever des fonds. Et là, on est très content d'intéresser des bailleurs publics, d'ailleurs comme la Banque des Territoires, qui est partenaire d'ailleurs Tournée des Tiers-Lieux, qui s'intéresse quand même beaucoup au financement et à la pérennité des lieux. On intéresse des partenaires comme des plateformes de financement participatif pour des projets comme l'ITA. On intéresse également des pouvoirs publics et on a des subventions. Mais le modèle de l'Ermitage est pour le moment un modèle qui a eu très peu de subventions. On a eu un financement très important, et je termine mon propos là-dessus, c'est ce qu'on appelle les fabriques de territoire. Et malheureusement, il n'y en a eu que 300. Là, on termine la vague, là. Mais nous, sans le financement d'amorce de la fabrique de territoire, non seulement on aurait eu des difficultés en fonds propres à porter le projet dans le territoire, c'est 150 000 euros, hein, ce n'est pas des montagnes non plus, hein, sur 3 ans. Hein, mais ça nous a permis d'avoir une légitimité et de dire, nous sommes, entre guillemets, dans notre territoire commissaire de la République, puisque nous avons un mandat de développement de tiers-lieux. Et ça, dans notre histoire, c'est quand même particulier, parce qu'on est des lieux de marge, des lieux d'innovation, et en même temps des lieux qui ont besoin d'un minimum de reconnaissance et de durabilité. Et donc on jongle, mais on est plutôt, nous, financés en fonds privés, qui peuvent être subventions, qui peuvent être des subventions de fondations privées, qui peuvent être des levées de fonds auprès de partenaires. Et c'est très, très, très intéressant de réussir à pérenniser cette relation entre ces différents modèles de financement. Alors nous, la question de la pérennité, aujourd'hui, on se la pose, effectivement, mais par définition, on est en occupation temporaire de lieux qui sont vacants, en attendant de savoir s'il va y avoir des futurs usages du bâtiment. Et donc, on est dans les interstices pour permettre à ce que des bâtiments vides ne coûtent pas pharaoniquement en maintenance et en gardiennage, mais qu'au contraire, qu'ils puissent servir à d'autres usages. Donc, par exemple, l'expérience des grands voisins, l'expérience a été prolongée à 2 reprises, alors que c'était devait être que de 2 ans au départ. Et elle a permis de préfigurer le projet qui était en cours. Donc c'était un écoquartier. Et donc en fait, par les activités qui sont passées aux grands voisins, dans le futur projet a été inséré des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, un restaurant, du logement d'urgence et du logement social, ce qui n'était pas du tout le projet à la base. Et c'est là que c'est intéressant de voir à quel point l'occupation temporaire peut permettre de préfigurer des choses sur des usages pérennes du bâtiment. Donc nous, aujourd'hui, à Coco-Valten, normalement, la ville devait avoir un projet d'école. Donc on devait occuper ce moment-là. Là, aujourd'hui, on se pose la question de il n'y a plus de projet futur du bâtiment. Est-ce qu'on va vraiment partir et laisser de nouveau le bâtiment vide? C'est une vraie question morale qu'on se pose. Sur le modèle économique, oui, donc effectivement, les pouvoirs publics ont un peu de mal à nous mettre dans des cases et de savoir dans quelle case de subvention on pourrait être. Donc, on a un modèle hybride où aujourd'hui, on est à 2/3 d'autofinancement, qui sont issus des contributions aux charges des ateliers bureaux qui payent 10 € du mètre carré par mois pour occuper un atelier bureau chez nous, qui se permet de couvrir les fluides, la maintenance. On a pareil la résidence sociale qui contribue aux charges, mais du coup là c'est une subvention d'État fléchée hébergement d'urgence. On a un peu de privatisation, et là aussi ça correspond aux différents usages. BNP Paribas qui vient faire son assemblée générale à Coco-Valten, c'est intéressant, ça permet de faire découvrir à BNP Paribas ce que peut être un tiers-lieu. Et on a la cantine, qui est aujourd'hui une cantine sociale et qui permet aussi d'affluer dans le modèle économique. Mais tout ça est effectivement assez fragile, et donc on a un tiers restant de subventions à aller chercher, certaines en convention triannuelle, et c'est là où c'est intéressant de réussir à convaincre des financeurs financeurs publics notamment, parce qu'on on est quand même d'intérêt général, de réussir à convaincre et de sortir de l'appel à projet, et le reste qu'on va essayer de combler en appel. Peut-être, il y a vraiment un sujet sur le nombre de lieux en France et sur le volume financier que ça va impliquer. Les gens vont trouver des modèles économiques. Le modèle de Coco-Valten ou le nôtre est un modèle où il y a des locataires, où il y a des structures coopératives. Mais il faut imaginer qu'il y en a presque 50 ou 70 000 qui sont disponibles aujourd'hui, notamment des anciens hôpitaux, des anciens sanatoriums, des anciennes usines. Et il y a des fonds publics qui peuvent être convoqués, notamment ce qu'on appelle dans le jargon technique la DETR ou la DEFIP, qui sont des financements qui sont normalement pour les communes ou pour les EPCI et qui peuvent arriver dans les caisses des tiers-lieux à partir du moment où il y a une concertation avec les collectivités, et c'est les préfectures qui gèrent ça. Et je pense que les tiers-lieux peuvent être amenés à bénéficier d'importants fonds d'investissement, de subventions, mais on va attendre d'elles qu'elles trouvent un peu d'équilibre et qu'elles soient bien gérées. Et quand on est propriétaire, de toute façon, on l'est pas pour moins de 50 ans dans des lieux comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci à nos 3 invités pour cette passionnante table ronde. Oui, merci. Merci à vous d'être si nombreux ce soir. Ceux qui ne sont pas encore assis, n'hésitez pas à rentrer.
Et donc, je vais quand même faire un petit rappel sur le fait que la soirée continue avec une autre table ronde qui va être animée par Mathilde Giraud de Grande Contrôle. Et d'ailleurs, Grande Contrôle, c'est notre coproducteur. On les remercie aussi ce soir de nous accueillir pour cette très belle soirée et de croire en nous depuis le tout début du projet. Donc, et ensuite... Et oui, donc la deuxième table ronde se portera justement sur la dimension politique des tiers-lieux et en quoi les tiers-lieux peuvent donner une dimension collective à l'action publique. Voilà, on te laisse la place, Mathilde. Merci beaucoup.